Salut à tous pour ce nouvel épisode du Mo et Ous podcast. Moi, c'est Mo Moi, c'est Ous. et on voulait faire le nouvel épisode du Mo et Ous podcast. Ça va bien, Oussama? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va tranquille. Ouais. Beaucoup de news dans le monde du sport ces temps-ci. Justement, on va vous parler le Mercato Football Soccer est en marche en ce moment. Ça a commencé le 1er juin. Ouais. Puis Un ça peu va plus aller tôt cette année, avec la Coupe du Monde des clubs, ils ont ouvert le window un peu plus tôt cette année à cause de ça. pour que les équipes puissent s'armer pour cette compétition qui, qui en arrache un petit peu, mais on va pouvoir en parler. On parlait NHL, c'est la finale en ce moment, et aussi de la finale de la NBA. On va commencer tout de suite avec le Mercato. Comme tu l'as dit, là, c'est pas nécessairement une corrélation directe, là, mais le tournoi a un peu de difficulté là, à engager des spectateurs, surtout que c'est Ça dans d'autres pays sent, qui sont encore à liste. ça s'en va vers une catastrophe économique, là, comme tournoi, là. Je pense que c'est un one and done, cette formule. Il n'y a Sûrement. pas Ouais. vraiment d'intérêt, puis les Les prix joueurs se sont plaignent trop aussi. exorbitants. Ouais. Les prix sont trop exorbitants par rapport à ce que ça propose. Puis, le problème, c'est que quand tu proposes des tournois de cette manière, c'est que, oui, une Coupe du Monde où c'est des pays, c'est un événement planétaire parce que là, tu rassembles des pays en entier. Oui. Mais là, des clubs, Plusieurs joueurs. c'est ça, exactement. Un club, là, c'est vraiment, tu prends une tranche de la population, tu espères qu'ils achètent en masse des billets, mais ça veut pas dire Ouais, parce que que ce monde-là, déjà, il y a la nécessairement, Champions League. c'est ça. Mais les prix de la Champions League ont rien à voir avec les prix de la Coupe du Monde. Dis-toi ça, c'est beaucoup moins cher que aller regarder un match de Champions League en Europe, mis à part les clubs anglais là. Ouais, c'est pas aussi cher qu'un match de Coupe du Monde des clubs. Donc je vois pas l'intérêt pour quelqu'un qui d'aller voyager dans un autre continent, faire le déplacement, payer les hôtels, le transport pour aller voir un match Chelsea, je sais pas moi qui participe, mais Liverpool À contre Nasser, puis à Inter de Miami. exactement. Ils paieront pas pour ces prix-là, c'est impossible. Pour moi, c'est vraiment un stunt que les deux meilleurs joueurs, ben, en ce moment, meilleurs joueurs du football slash soccer, pourraient s'affronter un contre l'autre si ce n'est pas d'une Coupe du Monde. T'as Messi aux États-Unis, t'as Cristiano qui est en Arabie Saoudite. Ces deux clubs-là, à part pour des Ronaldo, il a amicaux, vont confirmé jamais. qu'il allait rester à Al Nassr, donc je pense qu'il participera pas à la Coupe du Monde. Les Euh, clubs, oui, ben, justement. mais la Coupe du Monde de l'été prochain, je pense qu'il fera de l'aventure, ouais. Il va Ouais. continuer. Pour une Il a dernière année confirmé avec son club qu'il restait 2 ans avec eux. avec eux. Ouais. Puis en même temps, la Ligue, c'est sûrement que c'est lui le plus gros nom de cette Ligue. C'est sûr qu'il sait que s'il s'en va, c'est vraiment la fin de la fin de la Ligue parce que il n'y Ouais, a pas beaucoup l'aventure est... d'intérêt déjà de base. Les Saoudis sont pas nécessairement super intéressés. Mais en même temps, c'est des infrastructures qui semblent géantes, c'est plein d'argent. Mais c'est le simple citoyen d'Arabie Saoudite, il n'y a pas toujours les moyens. Là. C'est pas tous des gars qui ont oil money. Non? C'est sûr que si tu sors un peu des deux grosses villes du pays, Jeddah puis Riyad, c'est vrai que les infrastructures, les moyens mis, non, même si le gouvernement injecte quand même de l'argent pour aider les clubs en dehors de ces régions-là. Je sais que maintenant, il y a Neom. C'est une nouvelle ville qu'ils veulent construire. C'est un méga projet là, que le gouvernement saoudien construire. Donc, eux, c'est les nouveaux kids on the block. Faut watcher. Ils vont spendre beaucoup d'argent sur le mercato. En général, là, ça a été quand même un flop financier. Là. Pour ce que Attends. ça a Ouais. ramené comme intérêt, c'est le monde à la fin de la journée préfère regarder le football en Europe, là. Donc, les gros clubs, Positif, ouais. Liverpool, Barcelone, Real Madrid, Ouais. c'est ce qu'ils veulent. En parlant de mercato et de clubs anglais, Mhm. un joueur français, Ryan Cherki, Ryan qui en Cherki. fait, ouais, qui est une star en ce moment là, avec l'OL, a signé avec Manchester City, c'est officiel, 34 millions de pounds sterling qui vont vers l'OL, qu'eux auraient besoin de ces 34 millions vu leurs problèmes financiers, qu'ils sont pas capables de payer 300 pièces pour l'agent de Ouais, ça Lacazette. va énormément les aider parce ils vont devant la DNCG. C'est un peu
c'est une organisation qui s'assure, que les clubs français, font pas n'importe quoi avec leurs comptes. Donc, on a vu que, par exemple, un club comme Bordeaux a été rétrogradé en division amateur parce qu'ils avaient cumulé beaucoup trop de dettes. Donc ils voyaient que Bordeaux pouvait plus continuer sur ce même train de vie-là, puis ils étaient plus rentables pour, continuer dans le monde professionnel. Donc, Lyon, à la fin du mois, vont avoir pas un sort de trial, mais ils vont passer devant la commission de la DNCG, comme ils appellent en France. Puis, écoute, cette vente-là bénéficie non seulement l'OL, mais aussi Manchester City qui ont dépensé beaucoup d'argent en ce moment depuis le début du mercato. Là. Il n'y a pas juste lui, il y a Ryan Cherki, mais il y a aussi Ryan Aït-Nouri, l'arrière-gauche algérien, qui a été signé. Il y a aussi le milieu de terrain de l'AC Milan hollandais, Reinders, qui joint l'équipe. Je pense 60 millions. Ouais. Il y avait Je me souviens aussi même autour Marmouche. de ça. Marmouche, c'était l'hiver dernier, effectivement. Ouais. Omar Marmouche. Donc il y a beaucoup Et pour de 34 changements au millions, niveau de l'effectif. Qui? pour prendre 34 millions pour Ryan Cherki, ça semble peu, malgré que, ben, voyant son potentiel, il y a d'autres, on va parler d'autres joueurs qui ont signé dans les derniers jours, dernières semaines. Eux pourraient aller beaucoup plus loin que 34 millions, c'est, mais c'est Après, pas le ça même genre dépend de du joueur. contexte. C'est sûr que faut tenir compte de plusieurs facteurs quand on juge la valeur d'un joueur. Certes, pour le potentiel que ce joueur-là a, dans le marché actuel, normalement, tu te dis, OK, ça part pour 80 millions minimum, là. Ça part pas pour 34 millions. Il faut tenir compte. Déjà, la durée du contrat de Ryan Cherki. Il lui reste 1 an de contrat. Donc, Lyon est obligé de le vendre cet été, sinon il risque de le perdre C'est pas, ouais. gratuitement en janvier. Deuxièmement, les clubs sont au courant des problèmes financiers de Lyon, ainsi que le reste des clubs français, mis à part le PSG. Donc, ils savent justement, Lyon n'est pas en position de force pour négocier avec les autres clubs, ni d'ailleurs les clubs français. Donc, généralement, tu es capable tu vas moins overspend pour avoir un tel joueur. Et après, il y a la volonté aussi du joueur de partir. Donc, c'est sûr que si le joueur insiste pour partir, puis il veut partir, t'as pas vraiment le choix de le laisser partir. Mais après, c'est quand même une bonne affaire pour Lyon parce que faut se rappeler, l'été dernier, ils étaient prêts à le lâcher pour 12 millions au PSG. C'est le PSG qui a refusé finalement de le prendre. Ah oui, ok. Ouais, donc 12 écoute, millions. au lieu de le laisser partir pour 12 millions l'été dernier, tu l'as prolongé d'un an, puis là aujourd'hui, il est parti pour plus du triple de sa valeur. Ok. Donc c'est Ouais, une bonne affaire pour les deux clubs. puis maintenant, un autre club anglais qui eux sont en train de tout casser dans le mercato, c'est Liverpool, et qui sont en fait qui sont allés piquer dans les équipes allemandes vers Leverkusen pour aller chercher Frimpong. De base, c'est un right back, je me présume. J'ai toujours discuté entre le left Ouais. et le right. Ben, il peut jouer un peu les Les deux, là. à droite, ailier comme right back là, mais je présume qu'ils vont ils l'amènent pour jouer arrière droit. Pour remplacer justement Alexander Arnold, excusez-moi, qui lui va Ouais. signer au Real. Coup d'éclat, Real qui continue encore leur série en fait, à chaque été, une nouvelle star qui rentre dans l'effectif. Et il y a aussi Florian Wirtz, que lui, pas encore, en fait, le Liverpool est le front runner, là, il est le premier pour aller chercher. Et c'est pas encore confirmé. Encore, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à Bah, je pense que Wirtz. c'est Et officiel je à voulais voir avec partir toi, ça d'aujourd'hui, je ressemble pas à cette pense. vente de feu, là, Pour avec... Wirtz. J'ai checké qu'il y avait pas encore de montant exact. Euh, il y a quelques heures, là, ça disait que ça... Avec bonus, Ouais. de ce que j'ai vu, c'était pour 150 millions. Ils ont eu une entente OK, avec officiel, ouais. le club. Ouais. Ouais. Il y a Donc, 4 heures, ouais. Ouais, je vois ça. Ouais, OK, ouais, t'as raison. Ouais, ça va. Ben, pour Liverpool, voilà, ils sont allés chercher en fait, les deux meilleurs joueurs du Bayern Leverkusen. Donc, tes premières impressions dans la show là-dessus, là, qu'est-ce que t'en penses de ce move pour Liverpool?
pour moi, le coût de Frimpong, pour le prix, ça reste un bon achat. Après, j'ai des doutes par rapport à ce joueur-là. Pas sur ses qualités offensives, mais plus sur ses exact. J'ai moins de doutes sur ses qualités, offensives, mais plus sur, ses qualités défensives. D'arrière droit, mais c'est pas vraiment un arrière droit. De la manière comment il joue là, c'est vraiment c'est plus un wing back. Puis je sais que Liverpool, joue avec une défense à 4. Donc puis, Leverkusen, Xabi Alonso le mettait un peu plus haut sur le terrain ou il le mettait comme wing back. Dans une défense à 4, tu dois être un peu plus bas sur le terrain, puis tu dois quand même beaucoup plus travailler défensivement parce que au lieu d'avoir 3 center backs pour te couvrir, là, tu en as juste 2. Ça va être, confirmé. Pour ce qui est de Wirtz, bah, écoute, Wirtz, c'est un joueur, méga talentueux. C'est, un des meilleurs joueurs, de la planète à son poste. Puis, quand tu vois les clubs qui étaient dessus, tu avais le Bayern Munich, Manchester City. C'est un gros coup de la part de Liverpool. Ils vont en profiter. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression qui vient avec, le price tag que Liverpool a payé. Mais je pense qu'un joueur de son talent, tu peux pas te tromper. C'est un gars qui a quand même confirmé au plus haut niveau. Il a joué quand même 2 ans, de Internationalement très aussi, haut niveau là, avec à l'Euro. l'Allemagne. Il est déjà titulaire avec l'Allemagne. Heu, il a joué la Ligue des champions. Il est parti en finale d'Europa League avec, le Bayer Leverkusen. C'est un gars qui a quand même du bagage, là. C'est pas un random qu'ils ont ramené, mais ça reste quand même que ça a été un gars qui a été, acheté pour un gros prix. Puis il y a aussi l'arrière gauche, de Bournemouth qu'ils ont acheté pour 50 millions. Donc, Milos Kerkez. Mmh, ouais, Milos Kerkez. Ils cherchaient un attaquant. Ouais, eux aussi, ils cherchent ils disent, c'est étiqueté, que ils veulent, j'ai des doutes sur ce joueur-là personnellement. Je suis pas un grand fan, je vois pas certes, il a connu une bonne saison avec, Francfort, mais je suis pas je l'ai vu jouer au PSG, c'est un des joueurs les plus nuls que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Je comprends Mais pas, il y a certains meilleur que joueurs Darwin là, des fois Nunez? non, Darwin Núñez est meilleur Oui. que lui. Ouais. OK. Moi, j'estime que Darwin Parce que Núñez c'est certes, ça a été un flop, c'est pas le meilleur joueur. Il a jamais valu le prix que Liverpool ont payé, mais j'estime que Darwin Núñez est bien meilleur que Tiqueté, là, le supposé attaquant qu'ils veulent ramener pour le remplacer. Je sais que Chelsea aussi sont très très chauds dessus. Eux aussi, ils ont besoin d'un numéro 9. Mais les départs au niveau de Liverpool, il y a deux joueurs qui sont mentionnés, là. À part Arnold qui est déjà parti, là. T'as Darwin Núñez puis Luis Diaz. Moi, je suis pas en tant que fan du FC Ils sont en Barcelone, train là, de faire des j'espère que moves, non. en défense, là, le Barcelone. Ils essaient de renforcer la défensive en ce moment. Ouais, ils en ont Hem, besoin. Araujo, mais là, une équipe, qui part de ce club. en fait, un joueur qui va renforcer la défensive d'une équipe, c'est Alexandre Arnold avec le Real. Hem, Ça représente quoi pour le Real avoir cette nouvelle addition et heu, est-ce que David Alaba est toujours en poste avec la Real? Qu'est-ce qui se passe avec? Il est toujours là, mais je pense que lui devrait partir. Sinon, mais ça reste quand même un remplaçant solide à avoir. Ils ont acheté aussi le défenseur de Bournemouth, Dan Houston, euh, pour, je pense, presque 50 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Ça a été la première recrue, disons, officielle de l'ère Xabi Alonso, parce que Trent Arnold s'était déjà officialisé avant que Comment Xabi ça, ouais. Alonso arrive. Mais donc, t'as Dan Houston et Arnold. Donc, clairement, c'est des recrues qui sont ramenées pour euh, renforcer ou modifier la défense, qui a beaucoup eu de mal cette saison, beaucoup de blessures. Tu Dani Carvajal qui a eu une très grave blessure, qui commence à prendre de l'âge. Donc un Trent Arnold, pour le Real, c'est un peu indiqué que c'est lui notre futur arrière droit. Après, ils ont beaucoup de questions dans l'axe central. Comme tu as mentionné Alaba, il y a des questions sur lui. Tu as aussi la question de Rudiger. Je sais que lui a été beaucoup critiqué
pour, son comportement un peu impulsif, durant les matchs, beaucoup de fautes, de comportements, d'indiscipline de sa part qui ont causé un peu la perte, du Real Madrid cette saison. Donc, lui aussi, ça reste à voir s'il va rester. Des joueurs comme Tchouaméni aussi ont des points d'interrogation. Ferland Mendy aussi beaucoup critiqué. Donc, beaucoup de Ce qui joueurs. ouais. Ouais, c'est ça exactement, c'est ce qui Ouais, vas-y, vas-y. m'intéresse un peu avec le Real. Moi qui étais un fan du Barça et toi aussi, ça nous réjouit un peu de voir la dysfonctionnalité de cette équipe, mais ça pose en question Exactement. aussi où est le problème exactement. Puis ce matin, j'étais en train de doom scroll dans Instagram, puis je suis tombé sur une vidéo en fait, de média français qui parle de Mbappé, puis ils disent que partout où il va, il cause des problèmes, c'est un cancer locker room, il est Mmh. mauvais en équipe de France. Mais c'est les mêmes gars qu'en quoi, 2018, quand ils ont gagné la Coupe du Monde en Russie. Ouais, en Il était Russie, oui. acclamé, puis c'était le meilleur joueur, Ouais. tout ça. Donc, ça me Ben, fait rire c'est eux le la problème. bipolarité avec Mbappé. Ouais. C'est le syndrome de l'enfant roi. C'est qu'à un moment donné, un enfant là, quand tu l'éduques, tu lui donnes tout, tu lui dis oui à tout depuis tout jeune âge, quand il arrive plus vieux, il accepte pas le non. Malheureusement pour Mbappé, on l'a poussé trop vite, trop tôt, on lui a tout donné. Puis là, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, se croit tout permis. Et donc, aussi, qu'est-ce que ça apporte? C'est tout le bagage qui vient avec lui. Donc, à un moment donné, je veux jouer numéro 9 parce qu'à un moment, au départ, au PSG, il voulait jouer à gauche à cause de Neymar. Ça l'intéressait pas de jouer à gauche. Puis là, puis là, tout d'un coup, euh, il voulait jouer à droite pour emmerder Cavani. Là, à un moment donné, Luis Enrique lui a dit non, tu vas pas jouer à gauche. Tu vas jouer dans l'axe parce que tu presses pas, tu défends pas. Puis je veux pas que tu sois un boulet pour mon équipe en jouant à Ouais, gauche. Il s'en va. sur les ailes. Ouais. Là, tout d'un coup, il arrive dans une équipe, au lieu de jouer comme un numéro 9, il veut jouer ailier gauche, emmerder Vinicius. Ça crée de la distorsion dans le Real Madrid. Puis là, tout d'un coup, tu as l'ascension d'un Dembélé qui a été repositionné en 9 avec le PSG, gagne la Ligue des Champions. Là, tout d'un coup, on parle de lui pour le Ballon d'Or. Et au lieu de le Exact. soutenir, maintenant, il veut jouer en 9 ou en second attaquant. Ce gars-là, je vous dis, c'est un boulet pour toute équipe qui le prend. C'est un gars qui a été poussé trop vite. On l'a comparé au meilleur joueur de la planète. Puis, c'est un case study pour un Lamine Yamal. J'espère qu'il prendra pas la même trajectoire que ce gars-là, même si lui, il a quand même un poste, un rôle défini, puis il est bien meilleur techniquement. Je Exact, trouve que c'est c'est pas un lui le bien meilleur striker. joueur de. Parce que C'est tu le ça. vois, Il le sera jamais. il est- le numéro 9, tu m'en avais parlé il y a très longtemps. Quand ce poste est compliqué à gérer, en fait, pour les équipes, c'est que quand t'en as un, c'est le meilleur feeling au monde, mais c'est tellement difficile d'aller chercher un que tu peux être stable avec. Par exemple, une équipe Ah oui. comme Manchester City, pourquoi le succès est toujours là, c'est que le poste numéro 9 est jamais en question. T'avais Sergio Aguero, c'est ton numéro 9, t'avais Carlos Tevez, puis t'as Alan, that's it. Ben, Alan, il y a beaucoup de questions avec lui personnellement, mais c'est quand même un excellent joueur. On fait un triple. Ouais, les équipes qui ont la difficulté à chercher un numéro 9, et justement, c'était une de mes questions que je veux te poser pour Arsenal, qui est mon équipe préférée. Et problème de numéro 9, c'est l'identité de cette équipe depuis qu'ils ont vendu Robert Van Persie, justement. Euh, C'est donc, ironique quand même pour quand tu connais les strikers qui sont passés par là. ouais, je l'ai par cœur, tu vois. Plug des trous là, dans certaines équipes. Il y a des joueurs, par exemple, en ce moment, comme Victor Gyökeres avec le Sporting de Lisbonne, qui pourraient être intéressés à certaines équipes. T'as Sesco, justement, avec Arsenal. T'as aussi le cas de Osimhen, right? Avec Galatasaray slash Napoli, qui pourrait nécessairement Ouais, mais intéresser certaines lui, il équipes. demande beaucoup trop. Il demande beaucoup Dans le trop. deal, on est beaucoup en temps salaire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus au niveau de l'échelle salariale. Il y a pas beaucoup d'équipes. Il y a pas beaucoup de gens qui veulent dealer avec lui. Lui, il a un mauvais entourage, puis ça va le pénaliser dans sa carrière. Euh, Même le joueur en tant que tel, il cause beaucoup de problèmes. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le toucher à ce niveau-là. Ça vient avec un Beaucoup de ego talent, un peu surdimensionné, beaucoup de talent, capable de marquer des buts,
mais t'as pas nécessairement envie comme on l'a vu avec Mbappé, t'as pas nécessairement envie d'avoir un boulet dans ton vestiaire, là. Quelqu'un qui, sur un coup de tête, s'il joue un mauvais match, tu le sors, il commence à faire à bouder, faire une scène sur le banc de touche, t'as pas envie d'avoir ça dans ton équipe. Pour ce qui est de Sesco, ça serait une option intéressante pour Arsenal. J'ai pas les stats devant moi là, de sa saison en Bundesliga, mais ça reste quand même un attaquant quand même assez coté dans le monde du foot. Ça serait pas un mauvais achat de la part d'Arsenal pour le bon prix. Je sais Ouais. qu'ils veulent 33 Rodrigo, puis je sais que matchs, 13 buts, 5 passes. Benjamin Sesko. c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas non plus extraordinaire là. C'est pas, ça va pas te changer un monde, mais il a un bon gabarit, capable de jouer comme pivot, donc ça fait très bien un peu le style de jeu d'Arsenal là. Je sais que c'est une équipe qui travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés, puis c'est un gars qui est bon de la tête, donc ça pourrait les aider. Sinon, je sais que ils veulent aussi Rodrigo. Après ça, De la Real, oui. t'as Mais déjà j'ai vu Saka. un news que oui, Rodrigo a déclaré qu'il n'a jamais demandé de partir du Real. Parce qu'il y avait beaucoup de talk là, en ce moment que Rodrigo voudrait partir du Real à cause des problèmes. C'est causé un peu le chaos parce que souvent Rodrigo, par exemple, dans les 2 dernières années, aurait pu être considéré comme le meilleur joueur du Real devant Vinicius. Donc, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment sur plusieurs joueurs, mais Rodrigo a déclaré que lui n'a pas demandé de partir du Real. Donc, ce sera à voir est-ce Mais qu'il je pense va que partir. il y a du monde au Real qui voudrait qu'il parte. Je Oui, pense que pour faire de la place. c'est les trois ensemble, les quatre ensemble en fait, là, avec Bellingham, ils peuvent pas Ben, en fait, coexister. tu vois, l'an dernier, avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Luka Modric, cette équipe-là a réussi à gagner une Champions League. C'est pas comme si s'ils avaient besoin de Mbappé pour faire quoi que ce soit. Ils auraient pu gagner la Liga, Ça ils a auraient été pu les gagner, ils ont gagné la caprices Champions League. d'un président, caprice de Florentino Pérez. Beaucoup de monde au sein du Real Madrid, surtout quand il avait fait la saga, là, je sais pas si tu te souviens. Tout le monde pensait qu'il allait signer au Real, puis finalement il a fait volte-face, puis il a prolongé au Ouais, pour PSG. prolonger au PSG, ouais. Ouais. T'avais les fans du Real et aussi du monde de l'entourage de Pérez qui était comme finito, on n'en parle plus, ce gars-là, on move on. Ils ont gagné une Champions League par la suite. Puis, mais Florentino Pérez, c'est comme un gars qui veut ses joies à lui. Donc, un gars comme Mbappé, il voulait absolument cette signature-là. Malgré que beaucoup de gens lui ont versé, c'est pas une bonne idée d'aller chercher ce gars-là, ça va te causer des problèmes. Euh, Exact. Ton coach qui va l'entraîner va pas savoir où le mettre. Puis on voit le résultat. Donc, et moi, je pense qu'il y en a un là-dedans qui va finir par être sacrifié. Est-ce que c'est Rodrigo? Peut-être pas. Est-ce que c'est Vinicius? Peut-être. Moi, je pense que un des deux Brésiliens va partir de cette équipe-là. Et ça conclut en fait, notre période, notre segment du mercato football. Et maintenant, on va pouvoir se diriger vers la NHL parce que c'est en fait, le match numéro 3 s'est joué hier entre les Oilers et la Floride. La Floride qui a gagné 6-1. Quel match des Panthers de la Floride. Je sais pas si tu as été surpris par rapport à ce résultat. Moi, quand même beaucoup. Je m'attendais pas nécessairement à ce que la Floride sort un match comme tel, une totale domination de la part de la Floride. Si on regarde les statistiques du match, 6 buts, comme je l'ai dit, pour Edmonton, pour la Floride, excusez-moi. 11 avantages numériques, 3 buts marqués, 31 tirs contre 33. Ils ont pas, la seule stat où ils n'ont pas dominé, c'est dans les tirs au but. Le reste, c'était une totale domination. Domination. Ouais, voilà, je veux juste voir, en fait, ta réaction à chaud de ce match-ci. Les Panthers ont joué comme ils en ont l'habitude, une équipe physique. Ils ont complètement anéanti les Oilers. Là, c'était pas beau à voir, mais ils ont joué avec leur force. Ils ont peut-être pas le talent des Draisaitl puis des McDavid, mais un truc que tu peux pas enlever à cette équipe-là, c'est le cœur. Puis tu vois que, par exemple, la perte d'un Zach Hyman va faire beaucoup de mal aux Oilers durant la série parce que ils sont pas capables. Je sais que le premier match, les Oilers ont
ils sont allés euh, match for match en termes de physicalité. Là, je sais qu'ils étaient quand même nez à nez au niveau des mises en échec, mais tu vois que ça diminue graduellement de match en match pour les Oilers. Puis To wear ça you ça down. s'accentue. C'est ça exactement. Tu vois que c'est pas une équipe qui est habituée de jouer ce style de hockey. Puis ça se voit de plus en plus. Puis encore une fois, Stuart Skinner, même si je le blâme pas nécessairement là, il est pas nécessairement fautif sur tous les buts. Mais Il peut c'est pas sûr que voler si un tu match. prends, C'est pas un gardien de but qui peut voler des c'est matchs. ça. C'est à un moment donné, tu prends 4 buts premier match, deuxième match, tu prends 5 buts, troisième match, tu prends 6 buts. Tu peux pas gagner de Je vais cette te montrer des façon. stats, je vais te montrer des stats intéressantes de la part des Oilers. Depuis le début des séries. Ils ont joué 19 matchs, ils ont gagné 13, ils ont perdu 6, 74 buts peu pour, 59 buts contre. Ils leur donnent un différentiel positif de 15. Sur power play, excellent, 26,8%, comme d'habitude pour eux. En désavantage numérique, ça c'est vraiment la stat qui m'a Mhm. surpris le plus. Ah ouais, c'est 7,2% effrayant. en Ouais, c'est désavantage numérique. horrible. C'est Ça veut c'est dire incroyable, un avec sur un pourcentage de 3, tir de 12%. un avantage numérique sur 3, l'équipe adverse est capable de marquer. Exactement. Puis, Après, c'est aussi le personnel. exactement. Puis sans Hyman, c'est comme un joueur. Puis, mais aussi, si tu regardes durant la saison, les Oilers avaient un avantage, un désavantage humain de 78,2%, ce qui était 16e. Très Donc, bon. c'est mid. Exactement mid, right? Avec 32 équipes. Donc, pour les Oilers, ça a été en fait, un désastre, ce désavantage numérique toute la saison. Puis, Puis là, c'est en fait, encore pire en playoff. c'est en train de l'écouter parce que pour la Floride, puis j'ai vu une bande de Kane ce matin qui en parlait, qui disait c'est pas fair, les refs sont contre nous, ils font autant, même pire que nous autres, puis nous, on a les calls. Mais, tu sais, quand t'es en série, juste prends pas les calls. Mais pourquoi t'as. Ouais, c'est ça. Ils sont capables de shut down, c'est ça. Exact. Ils ont un bon gardien, ils ont le personnel. Ils ont des Selkie nominees dans leur équipe. Toi, t'en as combien dans ton équipe? Zéro, c'est ça. C'est une question de personnel, d'envie, de mentalité, de structure, ce que les Oilers n'ont pas. Ils ont 2 joueurs excellents, puis that's it. Ouais. C'est tout. C'est you live and Puis, die by t'as McDavid Nugent and Hopkins Draisaitl. T'as Nugent Hopkins qui prendrait qui prend le poste de troisième centre, Et ils jouaient centre pas. défensif. De un, il a pas joué beaucoup, mais en même temps, il est blessé. Donc, c'est ça, C'est se voit ça. qu'il est blessé, tu le vois dans son comportement, dans son patin, dans tout. Il est pas à 100%. Et tu peux pas jouer de même contre la Floride. Parce que eux s'en foutent que tu es à 20%, à 10%, à 5%. Ils vont venir enrager contre toi. Tu le vois des gars comme Sam Bennett qui ont 14 buts depuis le début des séries. Sam Bennett, c'est pas le meilleur Aucun joueur joueur. des Panthers. Il a fait 51 points cette saison. C'est pas fou, là. Non. Mais c'est un gars qui a de l'envie, qui performe. C'est ce genre de joueur-là que qu'il te faut en séries éliminatoires. Quand tes joueurs, par exemple, tes meilleurs joueurs en arrache, comme Sam Reinhart, Matthew Tkachuk qui joue blessé, tu peux compter sur des gars comme lui, Brad Marchand, Ton Ouais, Lundell, qui sont Lustorainen, capables AJ Greer. d'élever leur Listorainen, des joueurs qui sont capables d'élever leur jeu d'un cran, arriver en séries éliminatoires. Pas ça malheureusement avec les Oilers. Vander Kane, oui, c'est peut-être le seul gars qui a du potentiel par rapport à ça. Je vais pas compter Corey Perry parce qu'il joue avec McDavid puis Draisaitl, mais lui aussi est capable de lever son jeu d'un cran. Nous, Hopkins, il a connu une bonne série, mais là il est blessé. À part ça, Pas grand-chose. C'est t'as pas Adam grand-chose. Henrique. Adam Henrique, c'est un quatrième centre, un troisième, quatrième centre. C'est un gars qui est bon défensivement. Connor Brown, il fait un move, puis il perd la rondelle, c'est défini, tu vois. Donc, pour moi, c'est compliqué pour les Oilers de pouvoir revenir. Ouais, Le seul mot que j'ai en tête, la seule façon que tu peux battre les Panthers, c'est McDavid. Rien c'est tout. d'autre. Puis, Yeah, yeah. excuse-moi, aussi, tu peux pas avoir concéder 11 avantages numériques à l'équipe adverse, puis espérer gagner un match. C'est juste impossible. Tu peux pas, puis on peut me dire les refs ou tout, mais 11 avantages numériques, c'est, à un moment Ça se fait donné, pas. Ouais.
C'est Puis, de l'indiscipline. ouais. Ben, tu le vois dans la physicalité des Panthers, comment ils jouent, comment le grit. Tu sais, la NHL, puis le sport en général, c'est copycat league, right? So on va copier qu'est-ce que les meilleures équipes vont faire. Puis est-ce que les Panthers, parce que je croyais que les Blues de Saint Louis en 2019 allaient amener ce genre de physicalité en série un peu plus, le genre tu sais, grit euh, pour gagner des matchs. Mais là, c'est vraiment les Panthers ont su perfectionner ce mode de physicalité tu sais, contre les Oilers, puis c'est incessant. Le forecheck, et t'as même pas une millième de seconde pour réagir à qu'est-ce que tu peux faire. La passe est là, t'as un gars des Panthers qui est juste là à t'attendre pour plaquer. Donc c'est vraiment incessant, puis c'est Et une c'est nouvelle une équipe qui tendance s'est dans la Ligue nationale préparée qu'on voit toute vraiment la le saison forecheck high. pour jouer de cette. C'est-à-dire, c'est une équipe qui s'est préparée toute la saison pour jouer de cette manière. Tu regardes si le monde regardait les matchs de saison régulière avec les Panthers, oui, ils ont eu des moments où ils étaient un peu moins bons, mais c'est une équipe qui jouait de cette manière durant. Arrivant en séries éliminatoires, quand les gars, c'est do or die, puis c'est le moment de mettre l'effort, pour eux, c'est pas nouveau. C'est quelque chose ils ont perfectionné, ce système-là durant toute la saison. Il y a des joueurs, tu sais, on va dire un gars comme Brad Marchand, c'est clairement un embodiment de ce que tu veux, puis le style de hockey que tu recherches pour avoir du succès. Donc, kudos to them, c'est une très bonne équipe. Bon, alors on a d'autres problèmes techniques en studio. On va parler maintenant de NBA et la finale qui se déroule en ce moment. Au moment où vous allez écouter cette vidéo, ça se pourrait peut-être que le match va déjà terminer, que ça va se dérouler dans 1 heure et demie pour nous. Le match numéro 3, le premier match qui a été en fait pris euh, par Indiana. Ensuite, le deuxième match, victoire convaincante du OKC, en fait des Thunders. Et en fait, tes impressions à chaud là, du match numéro 2, ben, tu étais en live sur Ouais, Rapolitique TV. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller sur YouTube. Allez vous abonner si vous êtes intéressé ouais. écouter, à écouter des runs de Ticlo. Cliquez, bonne de ça, là. Ben, justement, t'as vu ce match-là. Je pense qu'il restait peut-être 4 minutes au quatrième quart. Si tu l'avais dit, le match est terminé. C'est pas la même chose, c'est pas le même résultat qu'on a vu au match numéro 1, où Indiana a pu revenir. Ils étaient quand même dans le match, quel que soit, là, sur le match numéro 1. Match numéro 2, ils ont pas été dans le match du début à la fin. Une complète domination de OKC. Puis selon toi, ça vient d'où? En fait, qu'est-ce qui t'arrive avec les Pacers? Est-ce que c'est la défensive de OKC qui est juste trop forte en ce moment? Ou c'est le système offensif de Pacers qui en arrache en ce moment? Un peu des deux, en fait. Un peu des deux, c'est sûr que si je te force constamment à prendre des mauvaises décisions, t'as toujours quelqu'un sur toi, sur les shots que tu prends, ben éventuellement tu vas finir par ne pas marquer là. Donc, je pense que clairement, OKC est la meilleure équipe dans cette série-là. C'est juste les Pacers sont capables de séries, de faire des runs incroyables et donc peut-être voler des matchs comme ils l'ont fait match numéro un. Mais les Pacers ont eu l'équivalent sur les deux matchs, l'avance pendant 1 minute 50 à peu près. Donc En deux matchs. en deux matchs. Donc ça en dit long sur l'allure de cette série-là pour l'instant en tout cas. Après bon, les Pacers jouent à la maison aujourd'hui, donc avec l'énergie de la foule, ils vont être capables de jouer avec un peu plus d'envie, plus de méchants, donc peut-être rendre un peu la série intéressante. Mais c'est sûr que c'est un match important pour les Pacers. S'ils veulent avoir une chance de gagner cette série-là, il faut vraiment qu'ils gagnent euh, le match d'aujourd'hui et qu'ils trouvent un moyen de protéger le home court, le match numéro 4. Mais aujourd'hui, il est très décisif parce que là, tu veux pas donner le momentum au Thunder. Mener 2-1, ils ont déjà volé un match à la maison pour les Pacers, donc ils sont possibilité d'avoir 3-1 et finir la série à la maison à Oklahoma. Tu veux pas ça. Ouais, Donc, puis tu veux étirer la série le plus possible.
Puis si tu regardes les statistiques, en fait, pour voir les Pacers dans les 2 derniers matchs, field goal percentage, donc le nombre de pourcentage de réussite là, au panier. Sur Alors, les lancers, ouais. 47,6% au match numéro 1 dans la victoire, 45,1% qui c'est un 2% drop dans la défaite de hier, 123 à 107. Au 3 points, 46,2% dans la victoire, ce qui est très bon. Et Mhm. ensuite, ça descend de 10%, 11% dans le match numéro 2 à 35%. Et si vous regardez les free throws, les Pacers ont beaucoup de difficultés à 71,4% au match numéro 1 et 73,1%. Donc, petite amélioration dans la défaite. Mais si tu regardes, ils appellent ça des splits là, tu sais, Le shooting en splits, anglais. ouais. Ouais, shooting splits. Donc, si tu regardes dans le dernier match, 45, 35, 73, c'est pas fameux. Mais si tu regardes 32, est-ce que c'est mieux? Peut-être que en offensive, le OKC fait un peu mieux, mais si tu regardes, dans le premier match, 39,8. Deuxième match, 88,8 pour les field goals. 3 points, 36,7 en 3 points, 38,9 dans le match numéro 2. 87,5% de free throw match numéro 1 et 87,9% match numéro 2. Les shooting splits sont un peu plus normaux de la part d'OKC. Ouais. À part le match numéro 1, où tu vois clairement pourquoi ils ont perdu. Le match numéro 2, c'est un shooting split qui est un peu plus normal, qui est dans la moyenne de la ligue, en général. Pour les Pacers, c'est pas nécessairement que tu te fais dominer offensivement, c'est juste que quand il faut avoir un stop ou quand il faut avoir un genre de Un run, momentum, un run, ouais. les Pacers sont en difficulté à le garder. Puis surtout dans le match numéro 2, tu en avais justement parlé. Là. Il y a un run, peut-être qui s'en vient, c'était 7-0 le run pour les Pacers. Mais là, SGA, microwave, mid-range. Puis pour les Pacers, t'es déjà en avance, go get the easy shots. Va chercher les tirs faciles, les tirs qui ont un Mhm. haut pourcentage de réussite. Pour les Pacers, t'es obligé d'essayer de rentrer les 3 points, essayer de rentrer les shots difficiles avec fouls. Je trouve aussi que euh, les Pacers ont eu beaucoup de ball stop durant le match numéro 2. C'est une équipe qui connaît du succès quand ils sont capables de jouer free flowing. Ils sont toujours constamment en mouvement sans le ballon. Quand ils, ils sont capables de profiter des codes d'un joueur, des screens sans le ballon. T'avais beaucoup de isolation, ce qui est pas vraiment leur identité. Nembhard puis beaucoup Siakam ont pris ouais, beaucoup de contested shots qui servent pas nécessairement dans les intérêts d'Indiana. Ce que tu veux, c'est vraiment créer une confusion chez la défense d'OKC, puis jamais comprendre d'où peut venir la shot finale, puis avoir la meilleure qualité tir possible à chaque séquence offensive. Ils vont devoir travailler sur ça. Ouais, puis tu parlais de pass stop, justement, en défensive, plusieurs fois, OKC était capable de clamp, de pouvoir garder les joueurs en périphérie. Tu peux pas vraiment rentrer dans la bouteille. Là. Dans la bouteille, ouais. Aussi, en défense, tu regardes les steals. Je sais pas comment on dit ça, comment les Français disent Les ça. vols. Les vols. Ah, en France. Les vols. Donc, match numéro 1, dans la défaite, les Thunders ont eu 14 steals. Et dans le match numéro 2, 10 steals. Donc, ça en fait 24 dans 2 matchs consécutifs. C'est quand même beaucoup, là, si tu remarques ça. Mais Ouais. match numéro 1 pour les Pacers, 1. That's it. Match numéro 2, 9. Donc, si tu regardes en défensive, beaucoup de difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir garder en fait, pas nécessairement garder, mais en fait, d'essayer de disturb la défensive d'OKC, d'aller chercher des shots, comme tu as dit, qui sont faciles pour OKC. En ce moment, c'est très facile. Justement, leur defensive rating de toutes les séries sont promis. De toutes les équipes de la NBA qui ont participé en Comme série durant la saison. sont promis. Net rating aussi, là, si on compare offensif puis défensif. Donc, pour eux, c'est un both sides of the court. Des deux côtés, Ouais. OKC a beaucoup de facilité là, à bloquer. Puis comme tu l'as dit, j'ai pas compris nécessairement les ISOs. C'est, tu passes à un gars, Tu joues il dans la essaie de main faire... d'OKC. Ouais, parce qu'eux peuvent Tu juste joues attendre. Ouais. exactement. Ouais. Tu joues exactement dans leurs mains, puis ils ont le personnel pour te shut down. Tu veux pas ça. Tu veux
un free-flowing offense, profiter des mismatchs le plus possible, euh, créer de la confusion. Quelqu'un qui oublie de marquer son homme avec les screens et les cuts, etc. Quelqu'un va finir par oublier son homme, puis il y en a un qui va finir par être libre, t'es Ouais. easy bucket. C'est comme ça que Si, OKC a pu jouer, hein. si ton attaque est constamment à l'arrêt, puis tout le monde est dans un coin, puis ils attendent, puis ils te regardent, oui, t'es capable, si t'es dans un bon jour, tu vas marquer tes points, mais c'est pas l'identité des Pacers. C'est pas comme ça qu'ils jouent. Donc, reste à voir en espérant qu'ils jouent un peu mieux aujourd'hui, qu'on ait une série intéressante. Pas que ça finisse en 5, ça serait un peu Exact. Puis si tu regardes underwhelming. pour Haliburton, puis il y a un peu un meme là, qui se passe avec Haliburton, c'est en fait les jeunes de nos jours, ils appellent ça aura forming. Tu fermes du Ouais, aura pour je sais ouais. pas comment décrire ça là, Il y en plus a que ça. beaucoup qui le font aujourd'hui. Ouais. Les OKC sont très forts là-dedans. Ouais, mais si tu regardes Équipe Haliburton, de salopes, ça. le move qu'il a fait là, le Reggie Miller. Puis depuis ce temps-là, Haliburton a c'est pas oui, il mérite des shots clutch, tout ça. Je suis pas d'accord du tout avec Stephen A. Smith, là, qui travaille à ESPN, producer, sur pas mal, 99% des takes. Mais une take que j'ai pris, que j'ai écouté hier, il parlait d'Haliburton, c'est oui, ok, t'es clutch, t'es capable de rentrer quand c'est vraiment important, durant toute la game, comment t'es capable de let go? On n'a jamais vu Haliburton faire un C'est pas 35-10-10 sa game. Mais le problème, c'est que takeover, tu vois. des gars comme Stephen A. Smith, ils ont une vision du basket très... Michael euh, Jordan-esque. ouais, exactement. Si t'es un superstar, tu dois nécessairement jouer comme Ouais, Michael Jordan, sinon t'es pas un superstar. Mais sinon, Chris Paul, que lui, il estime qu'il a une forte estime de, Chris Paul joue pas du tout comme ça. C'est le même prototype de joueur, moi, je trouve, ouais. Ali Burton. Les C'est playmakers. pas un gars, c'est un gars que si il est en feu, oui, il va go off. Il va te faire ce 30, 35 points. C'est pas nécessairement sa game, Ali. C'est pas un gars qui va aller prendre 20 shots par match, puis faire consistently 30 points par match. C'est plus un joueur qui va créer le tempo, va trouver ses coéquipiers, va partager le ballon. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ce take-là. Chaque joueur est différent. Puis je pense pas que les Pacers auraient eu du succès si Haliburton ne jouait pas de cette façon. Mais c'est-à-dire que si c'est pas Haliburton qui va pouvoir te faire ce genre de prestation, qui chez les Pacers est vraiment capable? Parce que oui, Pascal Siakam, c'est un très Siakam, bon scoreur, Nemhard, mais ouais, Ben Howard, Nick. il y a eu beaucoup de difficultés là, dans les matchs. Puis, en fait, c'est vraiment le shooting en périphérie que les Pacers ont beaucoup de difficultés. Parce que si tu es capable de rentrer dans la bouteille, les Thunders sont capables de défendre très bien, mais c'est pas leur game. Mais où ils sont vraiment capables de te faire mal, c'est que tu peux pas revenir dans le match. Ils l'ont laissé aller dans le match numéro un, et je pense que OKC Ouais. c'est vraiment revenu sur on va pas te laisser revenir. Si tu veux prendre des shots de l'extérieur, des shots qui sont compliqués, try it. Mais t'as luck à un moment donné, puis ça, je te dis un peu, c'est que est-ce qu'il y a Aura Farm too much déjà? Est-ce qu'il l'a déjà trop fait? Est-ce que la luck Je est pense que partie? C'est un peu le, trop ça, le, non, ça c'était comme, justifiable. quand il avait rentré la shot, là, tout le monde savait qu'il allait faire cette Tout le monde savait. célébration-là. Ouais. Ouais. Il y a C'était du monde qui ont été mad, inévitable. là, que, oh, ils volent la célébration à Reggie Miller, mais je pense que c'est plus Si le rendu. premier intéressé est pas du tout mal par rapport à ça, je pense pas que le monde devrait l'être. Je pense après, avec tout ce temps-là, avec la légende que Reggie Miller est à Indiana, je pense que c'est plus c'est rendu dans le folklore du Pacers, des Pacers que d'être seulement un événement marquant par Reggie Miller. Je pense que c'est vraiment un événement marquant des Pacers, puis je pense que ça l'a vraiment bien fait. Puis à un moment donné, on va voir peut-être quelqu'un faire la célébration de Randy Moss qui moon le crowd. Peut-être on va voir ça à un Ouais. moment donné. Ben c'est ça. Donc, pour la semaine du sport, c'était un peu tout qu'on avait à vous parler. Euh, puis ça va bientôt se terminer là, cette saison des séries, de ces finales. Mais on espère avoir le plus de fun possible avec vous autres tant que ça arrive. Donc, sur ça, salut!